quelles sont les raisons? Alors j'ai mis catastrophe, c'est peut-être un petit peu fort, mais moi j'en ai déjà parlé dans une autre émission. Je vais donner mon avis après, mais j'ai envie vraiment de vous donner la parole à vous parce que ça m'intéresse. Alex, de ton côté, comment tu expliques tout ça? Il y a énormément de facteurs. On va essayer de se compléter, mais comment tu expliques tout ça de ton côté? Je ne vais pas parler des problèmes de blessure parce que ça, ce sont les aléas d'une saison et ça peut arriver à n'importe quelle équipe, mais effectivement, ça explique certaines choses. On a longtemps fait partie des équipes avec le plus grand nombre de différents 5 majeurs sur la saison, donc ceci explique aussi un peu cela, ça change les habitudes, etc. Mais ça fait partie du lot, du hasard et de la chance aussi d'une saison NBA. Ce qui joue beaucoup, c'est que la principale raison d'être optimiste pour les Raptors sur cette saison, c'était de se dire que la saison dernière, on fait une saison qui dépasse les attentes, même les nôtres. C'était notre scénario le plus positif, le plus optimiste. Et on se disait, avec une saison de plus dans les pattes, Scottie Barnes sophomore, Gary qui s'inclut de plus en plus, Pascal Siakam qui est là dès le début de la saison et qui va vouloir redevenir All-Star. On se dit, cette équipe-là va progresser, Achua, etc. Tout ça. On se dit, tout le monde va progresser et donc on va être de mieux en mieux. Et là, arrivé à la mi-saison passée, on se rend compte que personne n'a progressé. Personne n'a progressé. Siakam est peut-être encore un peu meilleur. OG prend de plus en plus de place, notamment défensivement. Si les Raptors avaient un meilleur bilan, il serait très bien placé dans la discussion du défenseur de l'année. Mais sinon, à part ça, Van Vliet, c'est de plus en plus dur pour lui. On le sent bien. Je ne veux pas lui taper dessus parce que même s'il a des torts, on sent bien qu'il n'est pas capable de jouer 38 minutes par match, ce que je peux comprendre complètement, surtout qu'il l'a déjà fait la saison dernière. Donc déjà pour moi, le principal problème, il est là, c'est que l'effectif n'a pas changé par rapport à la saison dernière, si ce n'est l'arrivée d'Otto Porter Jr., que finalement on aura vu 8 matchs, même pas, et encore, je n'arrive pas à trouver les 8 matchs sur lesquels il a joué. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que toute la dynamique positive qu'on avait à l'intersaison, aujourd'hui, elle a disparu. Et pour moi, ça joue c'est la principale raison, c'est que on avait beaucoup misé sur la progression en interne de cet effectif, qui en fait, visiblement, ne se traduit pas, en tout cas, dans les résultats. Je suis en partie d'accord par rapport à la progression individuelle attendue. Mais n'y a-t-il pas, je vais te laisser la parole parce que tu as le droit de réponse, n'y a-t-il pas quand même quelque chose à voir au niveau du collectif? Parce que c'est clair que sur certains matchs, on voit que les Raptors manquent de cohésion, de communication dans un système qui justement, avec la continuité qu'on attendait, normalement ça devrait être réglé comme du papier à musique, ce genre de choses sur des rotations qui ne sont pas faites. Parfois, on voit 2 joueurs qui font la rotation sur le même attaquant, qui laissent un joueur ouvert. Encore une fois, des aides qui parfois ne doivent pas venir parce qu'on dirait qu'il y a un manque de confiance sur le 1 contre 1. Des fois, ils overhelp, comme on dit. On l'a encore vu hier avec Gary, à un moment. Pour moi, Barnes tenait Randle en 1 contre 1. Et tu as quand même Gary qui vient aider derrière. Je ne vois même pas à quoi ça sert et qui ouvre le 3 points grand ouvert. Et il y a des choses comme ça, on a l'impression qu'il y a un manque de, je sais pas, de confiance, où on dirait qu'il y a un truc qui s'est cassé. Est-ce que pour toi, il y a quand même aussi quelque chose de collectif? Je ne saurais pas trop dire. Après, le problème, c'est qu'on arrive à la mi-saison. Donc, est-ce que typiquement cette erreur-là que tu viens de décrire de Gary Trent Jr., est-ce qu'il l'aurait faite il y a 3 semaines si le bilan était différent, si la dynamique était différente? Tu vois, c'est difficile aussi de voir à quel moment, effectivement, il y a quelque chose qui a switché et qui a cassé, entre guillemets, parce que comme on l'a dit, le premier quart de saison était très encourageant. Donc, il y a eu quelque chose, on ne sait pas trop quoi, au début mi-décembre, quoi, dans cette période-là, la double confrontation face à Orlando. Je ne veux pas me parler et spéculer sur des problèmes de vestiaire ou sur des problèmes dans le staff, j'en sais rien, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, donc de toute façon, voilà. Mais
effectivement, on a cette sensation de quelque chose qui coulisse pas bien, on peut pas dire que le groupe Raptors vit bien. C'est pas possible. On peut pas en être aussi sûr qu'on l'était l'année dernière. C'est dire à quel point c'est un problème. Maintenant, tu sais comme moi que les victoires, ça aide aussi à faire vivre un groupe. Hein. Donc, la moindre petite tension, la moindre petite déception, la série de 6-8 défaites là, sur le mois de décembre, elle exacerbe tout de suite tout ça. Et puis du coup, c'est de plus en plus dur de s'en remettre. Donc, je ne sais pas trop où était le problème au départ, mais aujourd'hui, il a été probablement décuplé, amplifié, modifié, et c'est tout de suite plus difficile de trouver la source du problème et de le résoudre. Oui, surtout que les Raptors, on le sait, ne laissent pas beaucoup transparaître. On le voit dans les discours aux médias, c'est toujours garder du positif, même chez Nick Nurse. Et il faut aller jusqu'à CJ McCollum, Victor, pour avoir des infos visiblement sur le vestiaire des Raptors. Comment t'expliques, toi, ce deuxième quart de saison? Parce qu'en fait, au final, c'est même pas une demi-saison catastrophe, c'est un quart de saison, comme l'a bien dit Alex. En fait, ça a tout déraillé à partir de ce déplacement à la Nouvelle-Orléans. Je pense que tu te retrouves dans une situation qui est très particulière. Parce que comme tu disais, on est sur un groupe en fait où on a beaucoup misé, enfin c'est Alex qui disait, sur lequel on a beaucoup misé en termes de progression. On a espéré que ce groupe progresse. Et je pense qu'en fait le problème c'est que quand tu es dans des montagnes russes, et encore une fois Alex l'a très bien dit, tu peux pas progresser si le moral ne suit pas. Je pense que pour toute personne qui a fait du sport, même au niveau amateur, tu sais très bien que ton équipe, t'arrives pas dans le même état d'esprit face à l'équipe adverse quand tu as perdu 10 matchs avant ou quand tu en as gagné 10 avant. Ou que tu es dans du mode dynamique. Tu vois, je veux dire, le mental, et je pense que c'est d'autant plus vrai au niveau professionnel, où il y a des contrats à plusieurs millions de dollars qui se jouent, où des joueurs cherchent à acquérir un titre NBA qui est un peu l'aboutissement du tout le travail qu'ils ont pu effectuer. Forcément, le mental est plus qu'affecté. Moi, je pense que le mental n'est pas forcément affecté dans les relations entre eux. Je pense que les joueurs s'entendent. Je pense que c'est pas forcément un souci. Mais je pense qu'encore une fois, et je l'ai dit hier durant le live tweet, bon, hier on gagne, mais je l'ai dit, je pense que Nurse, je pense pas qu'il soit dépassé. Je pense qu'il est un petit peu perturbé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que Nick Nurse, en fait, a dû énormément s'ajuster lors de la blessure de Siakam en novembre et de la blessure d'autres joueurs. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu te retrouves avec beaucoup de joueurs qui ont montré des choses durant ces blessures. Le problème, c'est que va expliquer à un joueur qui dit bah voilà ce que je vaux et tout, je peux pas avoir une place plus importante, bah non, t'as machin. Je pense que, alors, est-ce que c'est un problème de hiérarchie? C'est compliqué parce qu'on sait que normalement, les Raptors, de ce côté-là, il n'y a jamais eu trop de soucis. On sait que les hiérarchies ont toujours été bien posées et que Masai n'hésite pas à intervenir, voilà, à mon avis, pour aussi poser les bases. Hein. Faut le dire clairement. Là, ce qui va être important à noter, et je pense que ça peut expliquer en partie la catastrophe, je pense que la blessure de Siakam, couplée au fait que Nurse a dû énormément s'adapter, couplée à un autre fait, c'est que Gary Trent Jr. est aussi free agent cet été, que Van Vliet travaille sur une extension. Voilà, en fait, je pense qu'il y a trop de choses en fait qui convergent en un seul point. Et donc, du coup, on se retrouve vacillant, peu cohérent dans le jeu. Comme tu dis, hein, on a des joueurs qui vont des fois ça double team des joueurs, alors que finalement, il n'y en a pas besoin. On a des joueurs défensivement en individuel qui sont assez exceptionnels. Je pense à OG. Et moi, ça m'énerve de me dire que des mecs comme OG, qui, à mon avis, sont dans la course pour le Depoy, ne le seront pas à cause d'un bilan collectif gâché parce qu'en fait, on veut peut-être en faire trop. Et je pense que c'est aussi dans la mentalité. Hein. Quand tu as perdu 10 matchs avant, tu as envie d'être un peu le sauveur de l'équipe. Et je pense que parfois, Van Vliet, c'est aussi pour ça qu'il fait des matchs aussi abominables au shoot. Et on le voyait hein, hier quand on commence à être un petit peu derrière au score, quand l'écart évolue vers les 6, 8, 10 points, on voit que Van Vliet prend des tirs plus en plus compliqués. Question de mettre le 3 points qui peut lancer le run côté Raptor. Sauf qu'on voit bien que ça fonctionne pas. Donc moi, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut expliquer en fait le mauvais quart de saison des Raptors par une espèce de convergence de tous les petits détails, les petits problèmes qui arrivent. Et en fait, je pense que c'est l'accumulation qui fait qu'on peut expliquer cette catastrophe.
Bah, moi, je vais rebondir sur notre preview de la saison et nos scénarios pessimistes. Et en fait, je vais faire comme dans Dragon Ball Z, je vais faire une fusion de celui d'Alex et du mien. Et en fait, on avait dit tout simplement, Alex avait parlé des blessures. Et moi, j'avais parlé d'une, entre guillemets, guerre d'ego avec chacun qui voudrait tirer un peu la couverture à lui-même pour ce que tu viens de dire, Victor. Et je pense que tu as pointé du doigt quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a énormément d'enjeux pour un très grand nombre de joueurs dans cette équipe. Siakam peut signer une extension et on sait qu'elle sera encore améliorée si il est All-NBA. OG Anunoby, ça va arriver. Gary Trent Jr. et Fred VanVleet ont une team option, une player option qui vont certainement pas prendre et ils vont vouloir aussi cacher l'argent, faire money in the bank. Et j'ai bien l'impression que parfois, si ça sort du collectif, c'est en raison de ces enjeux-là. Je parlerai également du fait que, à la blessure de Siakam, j'ai l'impression qu'il y a eu des rôles plus importants pour un certain nombre de joueurs et qu'au retour, Siakam, comme tu disais, Victor, ça n'a peut-être pas été forcément accepté de devoir diminuer son rôle. J'ai l'impression, après ce que VanVleet a dit aussi chez JJ Redick, que je ne suis pas certain qu'il ait accepté de nouveau d'être le troisième ball handler. Derrière Siakam, ça, je pense que ça lui va. Mais derrière un Scottie Barnes qui a montré des limites en tant que meneur, mais qui est quand même promu en tant qu'un peu centre de l'attaque, je ne sais pas si ça passe si bien que ça auprès de VanVleet. Vu ce qu'il a dit, même si c'est toujours avec beaucoup de politiquement correct, à mon avis, parce qu'on le voit, et tu l'as dit, Victor, dès que ça va dans la difficulté, on a un VanVleet qui quand même prend énormément de tirs et essaye de... Alors quand il est à droite, comme contre New York, ça passe, mais malheureusement... Et du coup, c'est une histoire de définir les rôles. Est-ce que Fred VanVleet est l'option numéro 2 de cette équipe, en fait? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que les rôles sont bien définis? Est-ce que chacun accepte son rôle? Bah, moi, je ne suis pas bien sûr que ce soit le cas. Donc, en plus, il y a les blessures, parce que non plus, il ne faut pas jeter la pierre à VanVleet, parce qu'on voit que quand il est en forme, comme hier, il est cette option 2 et il est efficace défensivement quand il est capable de rester devant son défenseur, devant son attaquant. Ça reste un joueur excellent. Il est très capable de gérer des mismatchs. Hier, j'écoutais le post-game de William Lou et il a totalement raison. C'était quasiment lui le meilleur défenseur sur Rundle parce qu'il l'empêchait de poser un dribble alors que lorsqu'il était face à Scottie ou contre OG, il allait leur rentrer dedans et il marquait la plupart du temps. Bon, il a eu plus de mal contre Barrett. Moi, j'ai l'impression que c'est une histoire de rôle et un peu d'ego qui fait que parfois, c'est collectif, mais dès qu'il y a de la difficulté, eh ben, c'est un peu chacun pour soi et même défensivement, c'est pour ça qu'on se perd un peu dans de l'individuel en fait défensif et que la défense n'est plus collective. Alors, je vais laisser Alex rebondir là-dessus parce que là, je pense qu'il y a besoin de rebondir. On va rester un peu sur ces questions. On ira peut-être plus vite sur les deux suivantes. Mais qu'est-ce que tu en penses, Alex? Oui, non, je pense qu'il y a clairement un problème une histoire de rôle. D'ailleurs, on a bien compris que même si ça n'a jamais été dit clairement, je pense que la période où Gary Trent Jr. s'est retrouvé sur le banc, même si ce n'est pas officiellement une punition, on sent qu'il y a dû avoir quelque chose. Ou alors Nick Nurse a tout simplement dit bon, faut que je change quelque chose et il a pu le tenter. Je trouve ça bizarre qu'il l'ait tenté sur autant de matchs, mais bon, on va laisser planer le doute. Comme tu l'as dit, l'utilisation de Scottie Barnes, qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps en deuxième porteur de balle, moi, ça me gêne un peu. Je ne dis pas qu'il n'en est pas capable, mais c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être trop tout de suite. On le trouve trop loin du cercle alors qu'il est très très bon sous le panier, il a de très bons moves, il a un très bon footwork, il a une bonne vision de jeu, donc quand il est pris à deux, il est capable de ressortir les ballons et je pense que c'est dommage de se priver de ça. On le trouve trop souvent derrière la ligne et en fait il ne shoot pas, donc de toute façon même s'il shoot, les défenseurs le laissent shooter parce qu'ils savent très bien qu'il vaut mieux qu'ils prennent un 3 points ou un tir à mi-distance plutôt qu'être au poste.
Donc, il y a un problème là-dessus. Est-ce que ça vient de Scotty qui veut absolument être utilisé comme porteur de balle? Est-ce que ça vient de Nick Nurse qui n'arrive pas à faire imposer ses consignes? Et dans ce cas-là, ce serait un vrai problème parce que ça reste quand même le coach en chef qui doit être le leader de cette équipe, en tout cas hors terrain. Oui, je pense que j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un côté individualiste parce que je vis peut-être trop dans un monde positif et j'ai tendance à dire que si l'équipe gagne, c'est positif pour tout le monde. Je veux dire, je veux bien, hein, Gary Trent Jr., il va réclamer de la thune, hein, ouais, mais tu n'arrives pas à faire gagner ton équipe. Donc, tu vois, il y a un moment donné, ça joue aussi dans les négociations. Van Vliet, pareil. Siakam, bah oui, tu as envie d'être All-NBA, mais le bilan collectif, il va jouer pour ça. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des impératifs et des envies personnelles qui viennent en travers de l'esprit d'équipe et de la volonté de bien faire. Mais oui, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et qui n'est pas d'un point de vue qui est en dehors des capacités basketballistiques des joueurs. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour moi, cette équipe-là a le niveau pour faire bien mieux que ça, a les capacités pour faire bien mieux que ça. Je ne dis pas pour avoir forcément un bilan extraordinaire, mais il y a certains matchs où tu vois qui passent clairement à côté, et c'est pas une fois par-ci par-là, c'est régulièrement. Alors il y a des fois ça va, et il y a des fois ça suffit pas. Après, il y a aussi une chose sur laquelle je voulais venir, c'est que cette équipe de Toronto a toujours eu comme physionomie, comme philosophie, de se battre jusqu'au buzzer, quoi qu'il arrive. C'est une très bonne mentalité, je ne veux pas qu'ils changent ça, sauf que c'est pas ça qui te fait nécessairement gagner 50 matchs par saison. C'est-à-dire que si tu cours tout le match après un écart de 10-15 points, bah, tu peux te rapprocher dans les 3 dernières minutes, mais tu finiras par perdre sur 5 matchs, tu finiras par en perdre 4 d'une ou 2 possessions. Et la défaite, elle sera là tout pareil. Alors que si tu t'étais mis à jouer beaucoup plus sérieusement dès le départ, bah, c'est peut-être toi qui es en tête de 2 ou 3 possessions à la fin du match. Et comme tu joues sérieux et tu es capable de défendre dur dès que le match devient serré, bah, c'est toi qui l'emporte le match à la fin. Et c'est Jack Armstrong qui en parlait très bien sur les derniers matchs. Il dit il faut jouer avec ce petit matelas de sécurité dès le début du match parce que ça te permet d'être plus serein quand tu as ces moments de petits passages à vide où l'équipe adverse met 3 ou 4 shoots d'affilée et toi, il n'y a rien qui rentre, quoi. C'est tout de suite plus facile quand tu as 6 ou 8 ou 10 points d'avance de subir ce moment-là que quand tu es déjà en galère et tu vois que c'est encore pire d'un coup et tu es à 20 points de retard. Ouais, exactement. Et il faut parler de comment ne pas parler du banc pour expliquer cette catastrophe. Victor, Nick Nurse semble encore se chercher, il tente encore des nouvelles combinaisons. Hier, on a vu Siakam avec le banc. Il avait essayé autre chose. Ça a été une constante, encore une fois, le banc qui n'apporte pas assez. Nick Nurse essaye de matcher le banc avec les titulaires, mais au final, les titulaires jouent énormément de minutes. Ça, c'est aussi une des raisons des problèmes en fin de match des Raptors qui doivent courir après le score et qui ensuite n'ont plus l'énergie pour aller chercher la victoire. Quel est ce problème avec le banc? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est Nick Nurse? Parce que Nick Nurse, il n'est pas tout blanc non plus. Hein. C'est à lui de faire fonctionner son banc. Il a été capable de le faire avant avec des Pat McCaw, avec des Rondé Hollis Jefferson. Il n'y avait pas non plus un talent fou, par exemple, en 2020, et le banc fonctionnait très bien. C'est quoi le problème avec le banc? C'est quoi le problème avec Nick Nurse? Je pense qu'on n'a pas cru dans la capacité de certains joueurs à évoluer à un niveau excellent. Et je pense qu'on a voulu faire une mini-révolution sans vraiment la faire sur le banc. Ok, d'accord, moi Boucher, je veux bien y croire. Je suis rassuré, je pense que c'est un joueur fiable, je pense qu'il est à son prime et qu'il n'a jamais été aussi fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est à son niveau, finalement, il est au niveau auquel il pourrait être. Moi, il y a 3 choses qui m'énervent. L'utilisation de la doublette de vétérans Kim Birch et Thad Young. Ça joue pas, je comprends pas. Pourquoi? Alors là, je suis complètement perdu. Alors oui, il peut se chercher, mais au bout d'un moment, faut savoir utiliser aussi cette expérience. On sait qu'en plus, les Raptors sont
fait partie des équipes qui apparemment a le rythme le moins lent en match, le plus lent en match. Une des 5 équipes qui a le rythme le plus lent. Bah alors du coup, ça pose pas de problème de faire jouer des vétérans si on n'est pas une équipe qui cavale en permanence. Donc ça m'énerve. En fait, c'est vraiment ne pas savoir pourquoi il ne joue pas. La deuxième chose, c'est Hernan Gomez, mais ça, je le tweet assez. Je pense, je sais pas ce qu'ils lui ont trouvé. Alors ouais, c'est bien d'être fort durant, mais je pense qu'en fait, on s'est voilé la face. Et je pense qu'on a oublié qu'un joueur qui était bon en équipe nationale durant un tournoi européen, tu peux pas non plus espérer qu'il performe à un niveau aussi élevé en NBA. Enfin, t'es sur un autre délire quand même. Parce que sinon, bah, effectivement, l'Europe dominerait les États-Unis hein, si ça fonctionnait comme ça à chaque fois. Donc forcément, puis on aurait peut-être aussi plus de joueurs européens dans les 5, dans les équipes NBA, tout simplement. Moi, Hernan Gomez, je comprends pas. Et alors, je sais plus si c'est Thomas peut-être qui me l'avait dit, mais que apparemment peut-être que Hernan Gomez techniquement a pris la place de Watanabe dans le 5, enfin dans le roster. Si c'est effectivement ça, s'ils ont dit oui, on va remplacer Watanabe par Hernan Gomez, j'ai envie de câbler. Je vais péter mon crâne, quoi. C'est pas possible, quoi. Je suis désolé, Watanabe, c'était vraiment l'archétype du joueur qui va au charbon en permanence. Et en plus, c'est pas comme si il était devenu comme ça en venant au Raptor. Hein. On savait déjà qu'à Memphis, c'était déjà un joueur qui était dans ce style-là. Donc moi, je comprends pas en fait qu'on ait été dans l'objectif de faire progresser l'équipe et de faire confiance dans la progression de l'équipe, mais que du jour au lendemain, finalement, on décide que Watanabe ne fait pas partie de ces joueurs sur lesquels on pense, voilà. Et enfin, un troisième point, je ne sais pas ce qu'il se passe avec Malakai Flynn. Je m'explique, au début de saison, c'était une compétition entre Benton et Malakai Flynn. Benton semblait prendre un peu le dessus. D'un coup, plus rien. On a eu beaucoup de Flynn. Benton a tenté de revenir, mais c'était pas ça du tout. Son rythme était complètement cassé, la dynamique était à plat. Et maintenant, il a été renvoyé en G-League. Et c'est Flynn qui a pris toutes ses minutes. Et maintenant que Benton est rappelé, il est out. Je veux dire, je suis désolé, mais la gestion de ce cas avec Malakai Flynn, je trouve très problématique. Il est plus si jeune que ça, je pense, je ne me trompe pas. Il a quel âge Malakai Flynn de tête 24-25. C'est sa 3e année depuis sa draft. Il a été drafté la saison à Tampa. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Quand ça. il est arrivé à 22 ans, il était déjà plus vieux que les Ouais, autres. donc bon, bah voilà, au bout d'un moment, il faut aussi prendre des décisions. Je pense que peut-être que, en fait, faut faire en fait comme on a fait avec Terence Davis. À l'époque, Terence Davis, on savait qu'il était capable et tout, mais on sentait que le potentiel, le plafond était atteint. Et bah, preuve en est, hein, aujourd'hui, on l'a renvoyé ailleurs. Oui, il faisait des bons matchs, mais bon, c'était pas non plus un. On n'a pas non plus été déçus pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on a dit, oh punaise, on aurait dû le garder et tout. Enfin, Flynn, il faut aussi accepter d'avoir fait une erreur. Je pense que Masai a fait assez peu d'erreurs dans sa carrière au Raptor pour accepter de trade Flynn à un moment. Et c'est pour ça que souvent, je pense que dans les trades qu'on teste sur la trade machine, j'ajoute souvent Flynn pour ajouter un petit peu. Bah, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi ajouter un petit truc et puis accepter aussi de faire de la place dans l'effectif. Malakai, c'est bien, mais ça, c'est vite limité. Moi, j'attends un joueur qui apporte plus sur le terrain et c'est pas le cas. Donc, du coup, va falloir qu'on espère que Benton revienne plus fort après ses cartons en G-League. Mais voilà, c'est 3 points qui m'énervent profondément sur ce banc, où que je trouve que du coup, on perd en cohérence et on perd en équilibre. Je vais revenir là-dessus. Je pense que Hernan Gomez, à la base, il devait être au bout du banc. Malheureusement, Otto Porter est out pour la saison et en fait, il n'y a pas vraiment de solution dans ce profil shooter, joueur propre qui va jouer off-ball, qui va pas demander beaucoup la balle et qui va faire le travail normalement en étant discipliné défensivement. En fait, c'est le role player parfait. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'au final, Watanabe était un joueur bien plus intéressant en défense, avec bien plus de hargne et physiquement bien plus intéressant. Et quand on voit les 3 qu'il enquille du côté de Brooklyn, on peut bien sûr le regretter. Malakai Flynn Banton, j'en ai marre en fait. Il a enfin tranché Nick Nurse, mais hier, par exemple, Malakai Flynn ne joue pas, donc il lui donne pas totalement sa confiance. Donc ça devient compliqué. Mais je pense que s'il y a vraiment un update à faire, un upgrade à faire, pardon, ça sera à ce niveau-là sur un poste
d'arrière meneur capable de créer pour les autres et de se créer son tir. Je pense qu'il faut arrêter le massacre, comme tu l'as dit. On a essayé et au final, ça ne fonctionne pas, même s'il y a eu des bonnes performances par-ci, par-là. Je crois que c'est quand même le meilleur shooter à 3 points de l'équipe, Malachi Flynn, mais c'est pas sur un gros volume et on ne lui fait pas confiance de manière constante, donc c'est compliqué. Et après, moi, pour finir là-dessus, sur comment expliquer cette catastrophe, je trouve que Nick Nurse, il s'est quand même pas mal éloigné de cette vision 6-9 à cause des blessures, parce que Precious Achiuwa a été blessé, et aussi parce que je pense qu'on n'en attendait pas autant de Koloko. Ça a été, il a fait des bons débuts en tant que rim protecteur, mais du coup des changements de style défensif avec beaucoup de drop, qui n'est pas forcément le style des Raptors et qui a peut-être un peu chamboulé l'équipe aussi, où à des moments on s'est dit oh, on a Koloko en protection de cercle, peut-être qu'on va un peu moins défendre fort au périmètre. On l'a vu avec Barnes aussi en tant que meneur de jeu qui c'est journée porte ouverte quand il défend sur des arrières ou des meneurs, et on l'a encore vu sur le dunk de Barrett hier. Je suis désolé pour l'instant, et ça fait partie des arguments qui vont contre le fait de faire jouer Scottie en tant que meneur. C'est que déjà d'une, il n'est pas capable de créer le décalage sur son dribble, donc il ne va pas être pris à deux en étant initiateur, mais il va être plus pris à deux, comme tu l'as dit Alex, en étant proche du cercle, là où il est dangereux, et on le voit depuis qu'il a été remis en tant que pivot, c'est bien différent la façon dont il a créé du jeu. Et là, oui, tu passes par lui, il y a des prises à deux, il ressort, il trouve les bons joueurs. J'ai été étonné qu'il fasse que 4 passes décisives hier, parce que j'ai l'impression qu'il était au centre de tout. Mais voilà, il y a ça. Et du coup, le fait que, comme je l'ai dit, avec Koloko en tant que pivot, on s'est peut-être dit oh, on peut plus aller gamble sur des interceptions, il y aura Koloko pour protéger le cercle. Sauf que Koloko, on voit qu'il fait énormément de fautes et qu'il n'est pas gâté par les arbitres. Donc je trouve qu'il y a un style de jeu qui a changé. Peut-être je ne sais pas si c'est à la blessure de Siakam, il faudrait retourner voir plus précisément. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a quitté cette vision 6-9 et qu'en fait, c'est en y retournant avec Scottie en tant que pivot que les Raptors se retrouvent. Alors après, c'est un peu, je ne sais pas, c'est paradoxal parce que je me rappelle qu'au quart de saison, on se demandait si Thaddeus Young devait être pivot titulaire. Et justement, c'était un retour à la vision 6-9 un petit peu. Donc, ça reste paradoxal, ça reste vraiment très compliqué d'expliquer tout ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, ça fait déjà 40 minutes qu'on en parle, mais sinon, on va peut-être passer à autre chose. Est-ce que tu as un truc à ajouter, Alex ? Non, vas-y, enchaîne, on a déjà bien fait le tour de tout ça. On enchaîne alors avec